On ne peut pas squeezer la deuxième partie du sujet, qui est quelque chose qui finalement date presque d'avant l'ubérisation, qui est la mise en place du télétravail. Et nous avons pour ça deux grands témoins. Un témoin qui a aussi fait une école de commerce, c'est rare pour quelqu'un qui choisit la fonction RH. Il s'agit de Sarah Pellissier, qui est aujourd'hui RRH chez HRBP, chez Thales Alenia Space, qui a fait toute sa carrière chez Thales Alenia Space, sa jeune carrière, et qui est aujourd'hui donc chargée, notamment référente sur ce volet télétravail. Je rappelle que chez Thales Alenia Space, la première charte a été signée en 2008. Je vous laisse présenter cela de façon complète, puisque j'ai vu votre PowerPoint. Et nous laisserons ensuite la parole à Maître Mathieu Barthès, qui effectivement appartient au célébrissime cabinet Barthélémy. C'est votre confrère qui l'a dit. Docteur en droit privé, ça me paraît être le minimum. Doctorant quand même, avocat au barreau de Toulouse, et qui enseigne dans le master du droit du travail et de l'emploi, et aussi au DJCE de l'entreprise, à Toulouse 1 Capitole. Sarah Pellissier, c'est à vous. Merci, bonsoir à tous. Donc l'idée, c'était de partager avec vous l'expérience que nous avons du télétravail au sein de Thales Alenia Space. Donc juste en deux mots, Thales Alenia Space, c'est une filiale du groupe Thales qui fabrique des satellites. Et en France, donc nous sommes à peu près 5000 salariés répartis entre deux établissements qui sont donc Toulouse et Cannes. Voilà. Merci. Alors, dans un premier temps, je voulais vous donner les éléments de contexte, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place le télétravail au sein de Thales Alenia Space ? Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'il y avait une vraie volonté de la direction de mettre en place des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie des salariés. Donc notamment les aider à mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, en limitant tout simplement les temps de trajet dans les transports en commun ou dans les bouchons. De limiter également les risques, donc les risques routiers, les risques d'accidents de trajet, et puis les risques liés au stress au travail. Voilà. Et le dernier point, qui est plutôt positif pour une direction, c'était l'idée de mettre à disposition aussi des salariés un outil de travail moderne. C'est vrai que ça va paraître très loin, sans doute, des premières présentations, mais aujourd'hui, tous nos salariés n'ont pas un moyen de travail à distance. Surtout en 2008, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on essaye de le développer de plus en plus, surtout auprès des jeunes collaborateurs, avoir la possibilité d'avoir accès à sa messagerie professionnelle sur un smartphone, par exemple. Voilà. Donc tout ceci a permis de mettre en place des négociations pour négocier donc un accord sur le télétravail. Par rapport à la population, ce qui est important de noter, c'est qu'on est quand même une population de cadres majoritairement. 70% de la population est donc autonome dans la manière de travailler. On avait aussi une habitude du management à distance. Donc je l'ai cité, on est basé sur 2 sites. On est des sites qui sont très grands aussi, donc les salariés ont l'habitude d'avoir une hiérarchie qui peut être lointaine et inversement. Les hiérarchies ont l'habitude de manager des salariés à distance depuis toujours. Donc voilà par rapport aux conditions de mise en place. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les retours sont très positifs. Donc on a managé une croissance, on va dire, lente mais sûre du nombre de télétravailleurs. L'idée, c'était de maîtriser les difficultés du management à distance, sachant que pour moi, la réussite, elle se joue surtout sur la confiance qui existe entre le manager et le télétravailleur. Voilà. Après, par rapport aux gains économiques, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de mesurer à proprement parler les gains qui sont faits, puisque vous allez comprendre très facilement. Pour quelle raison ? Donc juste pour vous montrer, en 2008, on avait une vingtaine de télétravailleurs dans le cadre d'une charte et on est passé aujourd'hui à 250 personnes en télétravail. Voilà. Donc chez nous, le télétravail est très cadré. Donc il s'applique aux salariés en CDI, dont le travail est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à domicile. On a volontairement limité le télétravail à 1 à 2 jours par semaine maximum,
pour maintenir surtout un lien de proximité entre les collègues et éviter en fait que les télétravailleurs s'éloignent petit à petit de l'entreprise, de la vie de l'entreprise. Voilà. Ce qui était aussi fondamental dans les négociations, c'était que la possibilité de télétravailler pouvait être réversible à tout moment, donc à la demande du télétravailleur ou à la demande de l'employeur, bien évidemment. Le télétravailleur donc s'engage sur un avenant de 18 mois. Donc c'est limité dans le temps, cette manière de travailler, et c'est bien évidemment renouvelable. Voilà. Donc on a aussi limité le nombre de places à 6% donc de l'effectif. Donc à qui s'adresse le télétravail ? Donc je l'ai dit, aux personnes en CDI. Donc il faut avoir un minimum d'1 an d'ancienneté dans la société. Après, on a essayé de définir quel type de poste pouvait être accessible au télétravail. Donc on est resté assez large dans la définition pour que ça puisse toucher un maximum de personnes, bien évidemment. Donc je vous laisse lire la définition. Ce qui est vraiment important, c'est que les personnes puissent être autonomes dans leur activité. Donc ça, ce sont les hiérarchies, bien évidemment, qui définissent si la personne est autonome ou pas. Ce n'est pas les personnes elles-mêmes qui se définissent autonomes. Voilà. Bien évidemment, il faut les moyens d'accès à distance et un lieu, un espace au domicile qui permet de télétravailler. Voilà. Donc on a aussi ouvert la possibilité aux télétravailleurs de se rendre dans des télécentres, voilà, notamment pour les personnes qui n'auraient pas les conditions au domicile requises. Alors, on précise dans notre accord les conditions aussi pour le domicile. Bon, il n'y a rien de sorcier, c'est plutôt du bon sens, tout ce que je vais vous énoncer. Donc, bien évidemment, on demande à ce que le domicile soit déclaré auprès de la direction. L'adresse est notée sur l'avenant. On demande à ce que le lieu soit propice au calme et à la concentration. Idéalement, évitez de garder vos enfants si vous êtes en télétravail, des choses comme ça. Donc c'est vrai que le fait de l'écrire noir sur blanc, ça permet d'engager quand même le collaborateur. Donc il doit répondre à des normes de sécurité. Alors pour ça, on ne fait pas de contrôle auprès des collaborateurs. Par contre, ce qu'on demande, c'est que les salariés déclarent auprès de l'assurance le fait qu'ils télétravaillent à leur domicile. Voilà, et on récupère donc un équivalent d'une attestation. Donc bien évidemment, le lieu doit être équipé d'une connexion Internet avec un débit compatible des normes de société. Donc sachant que toute personne qui demande à télétravailler, son dossier est visé également par notre équipe des systèmes d'information. Voilà, pour vérifier que bien évidemment tout ça est compatible. Alors une fois que la demande est acceptée, donc là où la direction a un rôle à jouer pour s'assurer que le télétravail fonctionne bien, on forme donc les télétravailleurs et les managers au télétravail, donc au management à distance. Donc on a des rappels de bons principes, mais voilà, c'est toujours bon de le faire. Donc je vous ai noté les grandes lignes du programme de formation. Donc déjà, il y a toute une partie informatique, puisqu'il faut donc former nos collaborateurs aux moyens d'accès à distance. Alors, c'est peut-être pour pour les jeunes générations, c'est peut-être plus facile que pour les anciennes, mais là-dessus, moi, je voudrais pas rentrer dans les stéréotypes, parce qu'on voit tellement de tout. Honnêtement, pour nous, c'est pas une problématique, le fait d'être formé à toutes les nouveautés informatiques. Bon, on est quand même dans une société de haute technologie, donc c'est régulièrement que les salariés doivent de toute façon se mettre à la page sur ce sujet. On rappelle également les règles quand même de gestion du temps de travail, les règles ergonomiques, comment se tenir aussi à son domicile. Ça fait partie des obligations en tant qu'employeur. Et on donne des conseils. Donc là, c'est plus un aspect qualitatif sur le management à distance. Comment je peux garder ma relation de confiance avec ma hiérarchie en étant à distance. Donc comment est-ce que j'organise mon travail, comment est-ce que je maintiens le lien avec mes collègues, etc. Donc on a l'équivalent pour les managers, mais de l'autre facette. Voilà. Sachant qu'on aime bien dans les formations mixer les populations.
pour que justement chacun puisse poser les questions et que l'on puisse répondre de manière transparente. Alors pour s'assurer que le télétravail fonctionne bien, sachez que depuis la mise en place, on lancerait très régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des télétravailleurs et des managers. L'idée, c'est d'évaluer donc l'efficacité des moyens informatiques et surtout de l'impact du télétravail dans la vie de salariés. Voilà. L'idée, c'est d'assurer qu'il n'y a pas d'impact à minima et au mieux, s'il y a un impact positif, notamment sur le stress de la personne ou sur sa vie personnelle, puisque l'idée de fond, c'était quand même d'améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs. Voilà. Donc c'est suite à ces enquêtes positives que l'on maintient et que l'on augmente notre nombre de télétravailleurs. Alors, je vais terminer sur cette planche. C'est un rappel en fait de notre population. Pour vous montrer que toutes les catégories socio-professionnelles sont quand même concernées. Mis à part les ouvriers, puisque là, il est très difficile de détourer une activité à la maison pour une journée complète par semaine minimum. Donc, on a des cadres, mais aussi des administratifs et des techniciens. Des hommes et des femmes. Alors, on ne favorise pas plus les hommes que les femmes. Je vous rappelle juste que dans notre société, on a une majorité d'hommes qui travaillent. Donc c'est assez représentatif. On voit qu'on a une majorité de gens qui télétravaillent 1 jour par semaine et non pas 2, alors que c'est une possibilité. Ça s'explique surtout par le fait de maintenir la relation avec les collaborateurs. Souvent, 1 jour, ça suffit en fait aux collaborateurs. Et le premier camembert que vous voyez en haut à gauche, donc ça concerne en fait le renouvellement des demandes. Donc en fait, vous voyez que quasiment 80% de nos télétravailleurs redemandent le télétravail à chaque fin d'avenant. Voilà. Donc c'est pas une fin en soi, on peut l'arrêter. On prend d'ailleurs de nouvelles demandes en compte, mais c'est une formule qui plaît bien une fois qu'on y a goûté. Voilà, c'est dur de s'en passer. Voilà, je vous remercie. Merci. Je ne doute pas qu'il y ait plein de questions. On verra tout à l'heure. Maître Barthès, donc le sujet est ouvert. La loi El Khomri est juste passée à côté. C'était ouvert, non? C'est bon. Alors, donc, je rappelle, le champ juridique est énorme. Pour autant, ça traite de l'organisation du travail, du temps du travail, du lien de subordination, du droit à la déconnexion, qui a été abordé, lui, c'est à ma connaissance le seul point qui a été abordé dans la loi El Khomri. Donc quel est l'état aujourd'hui de la loi et de la jurisprudence par rapport à cette nouvelle pratique qu'est le télétravail, y compris le travail en télécentre? Et vous êtes timé comme tout le monde, mais je serai bienveillant. D'accord, parfait. Merci, d'abord bonsoir et désolé pour le retard de tout à l'heure. J'étais au conseil de prud'homme où on m'a donné un quart d'heure pour plaider mon dossier. J'ai à peu près respecté le timing, j'ai plaidé une demi-heure, donc ça devrait passer. Donc, voilà. Je voudrais en préambule vous rassurer et rassurer tous ceux qui ont déjà assisté à une conférence de Jacques Barthélémy. Je suis membre du cabinet Barthélémy, mais je ne ferai pas de nouvelle présentation de cette université sur la parasubordination, sujet qu'il a largement étudié et qu'il est bien meilleur pour présenter que moi-même. Le sujet que j'ai décidé d'aborder avec le titre qui est peut-être mal adapté, mais que j'ai peut-être un peu fixé rapidement, c'est le Code du travail est-il entré dans l'ère du numérique? Autrement dit, le législateur parvient-il à rattraper le retard assez énorme qu'il prend sur les partenaires sociaux et sur les entreprises en matière de réglementation de ce fameux travailleur numérisé? Alors j'utilise à dessein le terme de travailleur numérisé parce que je vais au-delà de l'expérience qui vient de vous être présentée. Je trouve que le terme de télétravail est inapproprié et trop réducteur. Alors inapproprié, non pas dans l'expérience de Thalès, puisque c'est exactement ce qu'est du télétravail, mais la problématique que l'on a, c'est qu'au-delà du télétravailleur, on a tout un tas de travailleurs numérisés que le Code du travail ne parvient pas à réglementer, ne parvient pas à saisir cette nouvelle figure juridique finalement qui est en train de naître. Le télétravail depuis 2012, on sait précisément ce que c'est puisqu'on a eu une loi sur le sujet, on a eu la loi Warsmann qui a intégré la figure du télétravailleur dans le Code du travail.
Mais comme on vous l'a dit, c'est très précis. Un télétravailleur, c'est quelqu'un qui va faire l'objet d'abord d'un accord collectif qui va réglementer tout le télétravail. Et puis surtout, c'est quelqu'un que l'employeur va autoriser à télétravailler de manière très formelle, en précisant dans quel cadre il travaillera chez lui, quels sont les moyens qu'il aura à sa disposition, quelles sont en contrepartie les charges qu'il pourra mettre à la charge de son employeur, etc. etc. Ça, c'est très bien, sauf que la plupart des télétravailleurs sont des télétravailleurs qu'on pourrait appeler de l'ombre, finalement, en tout cas des travailleurs numérisés qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Je suis moi-même un télétravailleur, ma voisine est très certainement une télétravailleuse, même si le terme est très moche, mais n'a certainement pas signé un avenant qu'elle aurait elle-même rédigé sur le télétravail. Pour une raison très simple, c'est que nos employeurs qui nous adorent nous fournissent un ordinateur, un moyen de communication, je vois 2 téléphones devant moi, donc il y en a nécessairement un de professionnel, nous fournissent éventuellement un iPad, une montre connectée, que sais-je, enfin, tous les outils qui nous permettront de travailler à peu près jour et nuit, qui nous permettront surtout de travailler au bureau, ce qui n'est pas le propre d'un télétravailleur, mais de travailler aussi au-delà du bureau, de travailler chez nous, de travailler dans le train, de travailler dans l'avion peut-être un jour, pour l'instant ça n'a pas l'air trop au point, mais enfin qui nous permettent de travailler un peu partout. Et ça, le Code du travail ignore totalement cette figure du travailleur numérisé. Or, en fait, elle met à mal un certain nombre de piliers du Code du travail, à commencer par la durée du travail, puisque un travailleur numérisé, par définition, ne peut pas rentrer dans les canons d'un temps de travail qui serait décompté en heures et qui serait tout simplement décompté. Puisque si je travaille et que j'envoie un mail maintenant, comment mon employeur va pouvoir savoir que je viens de travailler 12 secondes pour son compte et l'intégrer et l'incrémenter dans le temps de travail quotidien que j'ai pu faire et éventuellement me payer des heures supplémentaires. Alors on a eu une grande difficulté pendant plusieurs années, c'est qu'effectivement, non seulement on se heurtait au fait que dans le Code du travail, il n'y avait absolument aucune solution pérenne qui permette de réglementer tout cela dans l'entreprise et en pratique. Mais la deuxième difficulté qu'on avait, c'est qu'on avait affaire à une jurisprudence de la Cour de cassation assez récurrente sur le seul outil finalement qui permettait de gérer le travailleur numérisé, qui était le forfait jour, et lesquels forfaits jours tombaient les uns après les autres, de sorte qu'on était absolument incapable de gérer le temps de travail des travailleurs numérisés et qu'on finalement on subissait un risque plus qu'autre chose. Et avec la loi El Khomri, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'au final, on se rend compte que le Code du travail entre peu à peu dans l'ère du travail numérisé. Alors certes, plusieurs années après les partenaires sociaux, avec 2 notions importantes qui me paraissent importantes. Alors, vous avez parlé du droit à la déconnexion, c'est effectivement une première notion nouvelle dans le Code du travail. Précisons bien que les partenaires sociaux utilisent depuis une bonne dizaine, enfin peut-être pas une dizaine d'années, mais pas loin d'une dizaine d'années. C'était notamment le cas de l'accord collectif Syntec, lorsque l'accord collectif Syntec, comme tous les autres sur le forfait jour, avait subi les foudres de l'accord de cassation, à tort ou à raison, peu importe, mais avait été invalidé, et que les partenaires sociaux ont imaginé ce droit à la déconnexion pour finalement venir contrebalancer l'exigence de la Cour de cassation qui exigeait des acteurs de la branche de la convention collective Syntec de contrôler le temps de repos finalement des travailleurs au forfait jour. Alors on a 2 choses intéressantes à mon avis dans le cadre de la droit de travail qui risquent de permettre aux entreprises enfin de faire passer ces télétravailleurs de l'ombre dans la lumière finalement. C'est d'une part le fait que la loi travail permet de sécuriser le recours au forfait jour, que ce soit par accord collectif ou de manière encore plus intéressante pour les entreprises par décision unilatérale, ce qui permet finalement de reconnaître assez facilement aux travailleurs numérisés, puisque de toute façon un travailleur numérisé est un travailleur autonome. On ne peut pas concevoir qu'un travailleur numérisé ne soit pas autonome. Par définition, si on est numérisé, c'est-à-dire si on peut travailler à distance, c'est nécessairement souvent qu'on peut organiser son temps de travail plus ou moins comme on le veut, en tout cas sans trop de contraintes. Donc le premier intérêt de la loi travail dans le cadre de cette entrée dans l'ère du numérique, c'est d'utiliser cette sécurisation du forfait jour, tout en intégrant dans le Code du travail une autre notion dont vous n'avez pas parlé, mais qui était utilisée aussi depuis très longtemps,
c'est le contrôle, finalement, non plus du temps de travail, mais celui du contrôle de la charge de travail. Parce que finalement, un travailleur numérisé n'a plus de référence horaire fixe, mais si en tout cas la figure du travailleur numérisé devait être définie aujourd'hui, a une charge de travail à exécuter et l'exécute dans les conditions qu'il souhaite ou qu'il peut réaliser. Donc on a une sorte de basculement entre le contrôle de la durée du travail et le contrôle de la charge de travail pour cette population de travailleurs qu'on appellerait les travailleurs numérisés. Et puis il y a un deuxième phénomène avec la loi travail, mais celui-ci par contre était bien antérieur, et on en parlait, c'est le verso finalement du temps de travail étant le temps de repos. De la même manière qu'on ne peut pas contrôler de manière numérique, de manière quantifiée, comme on le faisait auparavant, le temps de travail des travailleurs numérisés, on ne peut pas contrôler de la même manière mécaniquement le temps de repos. En tout cas, on ne peut plus le contrôler de la même manière qu'on le faisait auparavant, c'est-à-dire de manière chiffrée. Et donc, avec la loi travail s'opère un deuxième basculement, ou en tout cas est susceptible de s'opérer un deuxième basculement pour ces travailleurs numérisés, c'est l'abandon du contrôle du droit au repos des salariés qui serait peu à peu remplacé par un droit à la déconnexion. C'est-à-dire qu'on dit aux salariés, sur telle et telle plage horaire de la journée, de la semaine ou sur telle ou telle plage horaire de l'année, vous n'aurez plus le droit de vous connecter. Donc on ne contrôle plus vraiment votre temps de repos. Il y a d'ailleurs un deuxième effet qui se coule dans la loi travail, c'est que la loi travail permet en plus de déroger aux 11 heures quotidiennes, etc., pour les travailleurs à distance précisément. Donc avec tout cela, naît finalement une sorte de page blanche pour les partenaires sociaux et pour les employeurs, qui permet de sécuriser le recours au travail numérique et avec le recours au travail numérique, le recours au télétravail, qui risque de rendre moins frileux les entreprises. Alors, les grosses entreprises comme celle que représente ma voisine avaient déjà engagé des réflexions sur le télétravail et ce genre de choses, mais les PME, bien souvent, étaient très frileuses pour le faire parce qu'elles ne voyaient ça que sous le prisme d'un risque, finalement, en disant de toute façon, si je mets en place le télétravail, je perds tout contrôle sur mon salarié, je ne pourrai pas contrôler son temps de travail, je ne pourrai pas contrôler son temps de repos. Du coup, si un jour il me met au prud'homme, comme cela arrive de temps en temps, pas si fréquemment que ça, mais de temps en temps, je vais être nécessairement condamné parce que je n'aurai pas contrôlé ceci, cela. Et pour en finir tout à fait, je pense que la loi travail d'abord laisse une page blanche pour négocier sur ce sujet et pourrait permettre d'envisager une relation plus vertueuse en matière de télétravail et de travail numérisé, puisque les salariés sont souvent dans ces petites et moyennes entreprises demandeuses. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez constaté depuis que vous avez mis en place le télétravail avec un cap à 6% qui est peut-être d'ores et déjà atteint, je ne sais pas. Mais les salariés, notamment dans l'agglomération toulousaine, sont évidemment demandeurs de télétravail et de travail numérisé, mais face aux contraintes administratives et juridiques, bien souvent, c'est l'employeur qui est réticent à cette mise en place parce qu'il n'a pas la structure pour le faire et puisqu'il n'a pas les outils juridiques. Alors le fait qu'on fasse entrer dans le Code du travail ces deux notions de charge de travail et de droit. Alors le terme de droit à la déconnexion me paraît très mal utilisé. C'est pas un droit à la déconnexion qu'il faut proposer aux salariés, c'est un devoir de déconnexion qu'il faut imposer aux salariés lorsqu'on est un employeur qui a les pieds sur terre, puisque en parallèle, on a quand même une obligation de sécurité, de résultat, même si le résultat commence à battre un peu de l'aile dans l'obligation de sécurité, mais enfin, on demeure tenu d'une obligation de sécurité et donc d'un devoir de déconnecter ses salariés au moins sur une partie de la journée et de la semaine. Voilà ce que j'avais à peu près à vous dire. Simplement pour en finir en un mot, je trouve qu'on entre dans une ère hyper agréable pour le praticien que je suis, où la négociation collective semble prendre le dessus sur la réglementation imposée, et forcément, c'est quand même plus agréable en termes de conseils aux entreprises, puisqu'on a un peu plus de latitude que ce qu'on pouvait avoir, pour le bien, en tout cas, c'est mon point de vue, de tout le monde. Merci, maître.